Eh bien oui, merci beaucoup. Merci d'être là. Justement, il fait très beau. C'est un sacrifice. Merci à l'équipe de théâtre de Rennes 2 et à toi, Clarisse, de me donner cette occasion de parler un peu de ce qu'on vit du point de vue des archives de l'autre côté de l'océan. Je pense on va se retrouver dans certaines de nos défis. Euh, Juste un petit mot sur un clin d'œil, disons, sur la diapositive d'introduction. Ce que vous voyez, c'est un produit d'IA générative, une image créée par Adobe Firefly. Et en fait, c'est le prompt, la requête, c'est tout simplement les archives théâtrales. Et ça donne ça. Donc, c'est un clin d'œil à, évidemment, ce fantôme, l'éléphant dans la pièce, quand on parle d'archives, là, qui est évidemment l'avènement de, l'avènement de l'IA générative qui est un véritable tremblement de terre, quoi. Alors, c'est un sujet des archives particulièrement crucial pour nous qui travaillons sur le spectacle théâtral, dont l'une des principales caractéristiques est évidemment le caractère, la nature éphémère. Et nous n'avons pas vu l'immense majorité des spectacles dont nous parlons, que nous analysons. Euh, les archives sont notre principale donc, source d'information. Euh, et si j'avais à chiffrer cela, je dirais que 90% de mes propres recherches sur ce qui constitue donc les patrimoines matériels et immatériels du théâtre s'effectuent à l'aide d'archives. Donc, c'est quand même un matériau énorme, là, une mine énorme. C'est donc essentiel et cela exige de notre part, je pense que tous les chercheurs, toutes les chercheuses en théâtre sont comme moi, de notre part, une littératie archivistique. Euh, et si on veut pleinement profiter donc de ces sources inestimables d'informations. Alors, si généralement nous examinons les archives pour leur contenu, qu'ils soient visuels, par exemple des textes, des diagrammes, des esquisses, des dessins, des photos, etc., ou qu'ils soient sonores ou visuels, euh, et audiovisuels, comme les enregistrements magnétiques, les enregistrements numériques ou sur pellicule. Il faut aussi garder à l'esprit que ces documents et objets ne sont pas neutres quand on les utilise. Le fait qu'ils aient été conservés et qu'ils nous aient été rendus accessibles est en lui-même lourd de signification. Il nous révèle avec plus ou moins d'efficacité un peu l'existence d'un moment passé et disparu, sauf dans la mémoire de ceux et celles qui l'ont vécu. Et il nous révèle aussi, et tout autant, les valeurs de la chaîne de personnes qui ont fait de ces objets, ces archives, auxquelles nous avons aujourd'hui accès. Car les archives portent la marque du geste d'archiver, un geste lourd de sens, donc parce qu'il témoigne de ce que, à une époque donnée, on considérait important au théâtre. Et j'ai toujours compris les archives en fait comme une sorte de rayon X euh, qui nous fournit un instantané de l'image qu'à un moment précis de l'histoire théâtrale. Donc, rayon X de l'image que les gens se font du théâtre et de ce qu'ils jugent que les générations futures doivent retenir de leur propre théâtre. Donc, il y a beaucoup à saisir dans les archives au-delà de leur contenu direct. Alors, on peut dire que les archives sont idéologiquement saturées. Et ce qui est remarquable, c'est que une fois consacré, et là j'emploie le consacré archive, là, et là j'emploie le terme selon l'acception dans le principe de la distinction de Pierre Bourdieu, les archives perdent rarement leur statut d'archive une fois qu'elles sont archivées. Et il faudrait en fait un bouleversement politique majeur pour que les archives soient détruites. On a vu le cas dans l'Allemagne nazie, euh, euh, et on sait qu'actuellement aux États-Unis, donc nos collègues souffrent beaucoup parce que le gouvernement américain coupe le financement de tous les organismes qui, d'une façon ou d'une autre, universitaires ou non, là, euh, font la promotion de l'EDI, équité, diversité, inclusion. Ce qui touche directement, par exemple, les centres d'archives queer, euh, des mouvements féministes, du mouvement Black Lives Matter, des choses comme ça. Mais
on voit évidemment des résistances. La société civile prend le relais et cela donne peut-être à terme une plus-value à ces archives que la mouvance MAGA là, de Trump souhaiterait voir disparaître ou en tout cas qu'elle aimerait qu'elle tente de discréditer. Par ailleurs, il est fréquent que des documents ou plus globalement des traces, donc je vais prendre le mot traces, qui survivent par hasard ou par simple négligence à l'oubli, euh, longtemps après l'événement, si vous voulez, du spectacle théâtral. Donc, ces documents oubliés, égarés, acquièrent longtemps plus tard, donc, euh, le statut d'archive. Comme on a une sorte de consécration posthume, a posteriori, qui témoigne de ce que j'évoquais à l'instant, c'est-à-dire cette, euh, cette idée d'une nouvelle perspective sur le passé, née de nouvelles valeurs théâtrales. Donc, on redécouvre le théâtre à travers cela. Alors, mon collègue intermédialiste Éric Méchoulin affirmait que les surprises ne peuvent venir que du passé, et dans le cas des archives, il a raison. En réalité, ces surprises sont dues à notre regard qui change, à nos sensibilités, à nos valeurs, à nos intérêts qui changent, à notre vision du théâtre en somme. Consulter des archives et plus encore produire des archives sont des gestes, donc je répète, qui n'ont vraiment rien d'anodin. Ce sont des gestes graves dont il faut avoir conscience et prendre la mesure. Travailler sur une archive, c'est contribuer en y adhérant ou en s'y opposant à un système de valeurs et, in fine, à la définition présente, mais aussi historique du théâtre. C'est prendre parti. De façon plus superficielle dans le cas de la consultation, de manière radicale quand on pose le geste d'archiver, mais ces deux gestes sont liés, euh, marquant les deux extrêmes du large spectre de l'acte archivistique. Alors j'aborde cet acte en fonction de deux conditions agentielles que je vis, celle d'un usager vorace, tenace, opiniâtre des archives, parce qu'au théâtre, on n'a pas le choix de faire ça. C'est une condition sine qua non. Donc, quelqu'un qui les consulte abondamment, qui les consomme abondamment aussi, mais aussi celle d'un responsable de centre d'archives. Et pendant les 4 dernières années, j'ai aussi été responsable d'un centre de recherche qui contenait 70 chercheurs de différentes disciplines. Euh, qui, avec d'autres, avec des collègues, soit dans ce centre d'archives, soit dans mon centre de recherche, les deux sont liés, posent ou participent en tout cas au geste d'archiver. Alors, dans le premier cas, je suis un chercheur en études théâtrales. Dans l'autre cas, je décide avec d'autres, évidemment, c'est toujours une chaîne décisionnelle, de faire muer ou non une trace en archive. Alors, cet espace, là, j'espère que ça va marcher. Oui, c'est bon, excusez-moi. Alors, cet espace dont je parle, ce centre de recherche, c'est la théâtrothèque, ce centre d'archives, c'est la théâtrothèque de l'Université de Montréal qui existe depuis 78, donc il y a presque 50 ans, et qui est en fait un des plus grands, je pense que c'est le deuxième plus grand centre d'archives universitaire au Canada et le deuxième plus important au Québec. Le deuxième plus important centre d'archives tout court au Québec, après celui de Bibliothèque et Archives nationales du Québec, qui est l'équivalent de notre BNF à nous. Donc, je suis depuis 2012 responsable de cette théâtrothèque qui compte actuellement à peu près 150 000 documents relatifs de toutes sortes, là, sur toutes sortes de supports, consacrés au Théâtre Québec. Euh, et, euh, et donc, je veux ici aborder la question à la fois comme un usager et comme un producteur, ou en tout cas quelqu'un qui produit des archives. Alors, c'est un peu l'organisation de ce dont je vais parler aujourd'hui. Je vais commencer par revenir sur des considérations générales sur la situation qu'on vit en ce moment par rapport aux archives, et ensuite parler de ce qui se produit quand on consulte les archives, et ensuite du geste d'archiver lui-même, du geste d'archiver, et des questions éthiques et des défis pratiques qu'il soulève, auxquels il nous confronte. Euh, donc, je vais commencer par cette référence, le data turn, le virage des données, hein, c'est la traduction littérale, et le paradoxe d'une hypermnésie amnésiante à l'époque du numérique, qui est la nôtre. Euh,
En, en introduction à un essai qu'il a écrit en 2015 qui s'appelle The Non-Human Turn, le virage non humain, Richard Grusin a confié son inquiétude face à l'état actuel de la réflexion et de la recherche générale en sciences humaines. Donc, on est en 2015, mais c'est encore plus vrai aujourd'hui, sans doute. Euh, En sciences humaines, ce qui inclut évidemment les humanities, hein, donc ce qui inclut les arts, les lettres et évidemment le théâtre. Il constate donc dans cet essai une déprime, un épuisement généralisé, hein. Fatigue en anglais, c'est vraiment l'épuisement, aller au bout, être à bout. Euh, une, une déprime et un épuisement généralisé, donc incapable de suivre donc c'est son diagnostic, incapable de suivre le rythme effréné d'apparition des nouvelles approches théoriques à tous les turns là, qu'on connaît, et les changements qu'elles provoquent, et surtout dépassé par, là je cite presque, là je paraphrase, et surtout dépassé par le flot continu d'informations qui nous submergent. Donc information, c'est data qui nous submerge. Les chercheurs et chercheuses en sciences humaines vivent un turn fatigue, un virage fatigue. Un turn fatigue collectif qui surplombe donc tous les autres turns, tous les autres virages que nous connaissons. Ce turn fatigue euh, est d'autant plus alarmant que c'est aussi un data turn, donc le virage des données massives, puisque avec le développement du numérique, nous n'avons jamais produit ni été exposés à de telles masses d'informations en général, mais dans notre champ en particulier, dont les archives font partie intégrante. En 2017, donc 2 ans plus tard, Samuel Soniecki et Nasreddin Bouaï, qui sont des, euh, des spécialistes des écosystèmes de connaissances, qui travaillent à Paris 8, euh, ont, euh, ont évalué que tous les 2 jours, l'humanité produit autant d'informations que pendant les 2 millions d'années qui nous précèdent. Donc, ça donne une image, une idée du volume. Et il précise que l'ensemble de ces big data représentera en 2025, aujourd'hui, donc en 2017, près de 8 zeta-octets, c'est-à-dire 1000 milliards de gigaoctets. Et mon ordinateur a une mémoire vive de 24 gigaoctets. Donc ça donne, c'est considérable. Euh, mais ils avaient tort, parce que d'après la revue, donc leur pronostic est faux, parce que d'après la revue électronique ZNet, notre production d'informations a quintuplé depuis. Et on produirait donc maintenant, en 10 minutes, autant d'informations que ce qu'avait produit l'humanité en 2 millions d'années, toutes les 10 heures. Et évidemment, cette productivité augmente dans des proportions que nous ne mesurons pas encore, euh, en particulier avec l'avènement de l'IA générative. Bref, nous n'avons jamais produit autant de traces de nos activités et nous nous trouvons dans une situation tout à fait inédite d'hypermnésie, c'est-à-dire une surcapacité mémorielle qui devrait nous réjouir si nous étions en mesure de la traiter adéquatement, ce qui évidemment n'est pas le cas, pas encore. Mais préviennent Zoniecki et Boilly euh, une très forte proportion qu'ils estiment entre 75 et 95%, donc c'est une évaluation qu'ils font, des données produites et condamnées à se perdre. Euh, et parmi cela, évidemment, des milliards de traces et archives potentielles qui sont anonymisées, irretraçables du patrimoine culturel, effacées, perdues, gaspillées. Donc nous n'avons jamais laissé autant de traces de nos activités, y compris de nos activités culturelles, mais nous n'en avons donc jamais autant perdu. Ce qui fait qu'on peut bien parler d'une hypermnésie qui, paradoxalement, est amnésiante. Une amnésie donc provoquée par de multiples facteurs, dont l'obsolescence des systèmes, on le sait, qui font que des données sont plus accessibles, et les applications technologiques, évidemment, et numériques. La perte d'accès à des bases de données, ça arrive régulièrement parce que tout simplement, on a perdu le mot de passe ou on n'a pas transféré les données d'entrée, ou plus trivialement encore, l'égarement de bases de données dans la sphère numérique et leur intraçabilité et indécouvrabilité. Euh,
Tout ça explique une déperdition cognitive qui est incommensurable. Et à ça s'ajoute évidemment une saturation de ces systèmes, de ces organismes qui sont chargés justement de préserver notre mémoire collective, que sont les archives nationales, les archives privées. Et c'est vrai partout, c'est vrai chez nous, mais on parlait avec les gens de la BNF, c'est pareil pour la BNF. Et tout le réseau des archives publiques mondiales vit le même problème. Mais il est vrai aussi que, et c'est la partie un peu plus ensoleillée là, du tableau, mais il est vrai aussi qu'avec les technologies dont nous disposons et celles qui s'annoncent, à la fois grâce à l'intelligence artificielle justement et aux avancées rapides réalisées dans le champ de l'informatique quantique, il y a lieu de pas trop désespérer. Si les masses de données, métadonnées précieuses et significatives que nous sommes capables de produire augmentent de façon exponentielle, les moyens de discrétisation, de fouille, d'interopérabilité qui sont aujourd'hui à notre portée et qui vont l'être davantage encore bientôt, pourraient en principe nous permettre de relever le défi archivistique de ce premier quart du XXIe siècle. Il y a donc, de mon point de vue, en tout cas, ni fatalité, ni déterminisme technologique qui justifie l'amnésie, la perte de mémoire, et qui nous y condamne. Cette dynamique amnésiante donc est peut-être peut-être atténuée. Ici et là, donc, des initiatives sont prises pour que les choses changent et que nos capacités technologiques soient à la hauteur de notre hypermnésie collective. Et c'est dans ce cadre général que nous évoluons, où s'entremêlent donc inquiétude et espoir dans une ère inédite de post-vérité euh, qui se caractérise donc, ce qui caractérise ce régime de post-vérité, donc du point de vue informationnel, c'est que les autorités attestant de l'authenticité des informations, c'est-à-dire les centres de pouvoir légitimement reconnus comme garants de l'authentification des données, donc ces autorités, ces centres de légitimation se multiplient de façon spontanée, autoproclamée et anarchique, avec pour résultat un chaos où il est souvent difficile de distinguer information, mésinformation et désinformation. C'est donc dans ce cadre général que nous menons nos recherches dans les archives théâtrales et que nous consultons et constituons ces recherches. Donc, c'était un peu mon introduction voyons, euh, à ce que je veux décrire maintenant, qui est plus de l'ordre pratique, euh, sur l'expérience de la consultation des archives. Donc, euh, du point de vue de l'usager, qui cherche à enrichir sa ou la mémoire théâtrale. Donc, les traces que laisse la représentation sont à la fois immatérielles, c'est-à-dire dans nos mémoires, pour les spectacles que nous avons vus, mais également matériels, donc des documents imprimés, des objets de toutes sortes, des costumes, des accessoires, des pièces d'équipement scénique, des enregistrements, des lieux physiques qu'on a tendance à prendre pour acquis, à tenir pour acquis et à pas considérer comme des éléments du patrimoine. En tout cas, pas en tenir compte dans la représentation, dans l'analyse de la représentation. Euh, donc le traitement organique de ces traces matérielles euh, varie à travers le temps et ce traitement porte la marque d'une hiérarchie euh, des, des, des archives et des données globalement, là, qui témoignent, comme je le rappelais plus tôt, des valeurs qu'on leur accordait et qu'on accordait à travers elles aux différentes pratiques et disciplines qui participent de la représentation théâtrale. Donc il y a une hiérarchie des archives, ce dont il faut être conscient, évidemment. Et sans surprise, les textes, alors pour en parler, mais c'est à peu près évident, les textes dramatiques trônent historiquement au sommet de cette hiérarchie des archives théâtrales, encore aujourd'hui. Et là, on peut constater à la fois quantitativement et qualitativement quand on va dans les fonds d'archives. Mais avec le développement des technologies de reproduction du son et de l'image, avec la photo, le film et le phonographe, donc, qui a donné naissance à la fois au magnétophone, enfin, toute l'industrie de l'enregistrement du son, et surtout avec celui de leur numérisation euh, depuis, disons, le dernier quart du XXe siècle. Les choses commencent à changer lentement, mais de façon irréversible. Alors, vous le savez, depuis 2000 environ, vous le savez puisque vous y travaillez, depuis 2000 environ, la plupart des théâtres d'Occident, c'est le cas chez nous, c'est le cas aux États-Unis, je pense que c'est le cas ici aussi. Donc, depuis 2000,
La plupart des théâtres, des compagnies effectuent des captations vidéo numériques de chacun de leurs spectacles. Donc, c'est quelque chose de tout nouveau, euh, sur une échelle historique, évidemment, ce qui constitue un apport majeur à la recherche et au monde des archives en général. Mais malgré leur richesse inestimable, je vais y revenir, ces documents témoins restent difficilement accessibles, principalement parce qu'on ne sait pas encore très bien comment les traiter euh, en tant qu'archives. Euh, et mais aussi parce qu'elles sont peu valorisées par le monde du théâtre lui-même. Et cela est d'abord dû à une résistance idéologique, bon, que j'attribue à une fétichisation de la présence scénique qui valorise son caractère éphémère et euh, qui provoque enfin, qui appelle la dépréciation de tout ce qui, pour reprendre la formule de l'américaine Peggy Phelan, dépréciation de tout ce qui relève de la reproduction de cet éphémère. Donc, on a un problème en théâtre, dans l'histoire du théâtre, mais ça s'inscrit aussi beaucoup dans l'exploitation et le traitement des archives aujourd'hui. Depuis un peu plus d'un siècle, donc je veux juste un peu de précis faire revenir là-dessus, là où insister. Depuis un peu plus d'un siècle, le concept de présence-coprésence, donc du live, est si lié à l'épistémé théâtrale qu'on a peine à les dissocier l'un de l'autre. Pourtant, imaginons la valeur qu'aurait pour la recherche historique une captation du Hamlet de 1604, euh, une captation vidéo du Malade imaginaire joué par Molière ou de la création de la Médée d'Euripide. Euh, donc l'histoire serait changée. On change de l'histoire du théâtre. Donc on peut dire que globalement, ces archives de reproduction du son et de l'image, animées surtout, euh, parce on a quand même bien intégré depuis la fin du 19e siècle l'image, la photo, mais pour les images animées, sont encore désespérément sous-valorisées, tant chez les archivistes que dans le monde du théâtre. Ces captations audio ou audiovisuelles de la scène théâtrale, donc qui ont un élément de live, là, de liveness, sont traitées avec réserve, pour ne pas dire avec méfiance. Des travaux comme ceux menés par Bellici, par votre équipe avec Clarisse, contribuent à lever ces blocages qui ne sont pas qu'idéologiques, euh, à l'égard de tout ce qui est donc reproduction de la scène vivante, et en particulier qui reproduit le geste et plus encore la parole de l'acteur et de l'actrice. En fait, c'est une hypothèse, mais moi j'ai l'impression que plus l'archive se rapproche du vivant de, 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 de l'acteur et de l'actrice, plus elle cause des problèmes idéologiques. Donc, et je pense que l'ultime refuge, c'est la voix, c'est la dernière barrière. Alors, un exemple que euh, tu évoquais, Clarisse, ce travail sur le son au théâtre, donc avec des collègues d'ici, de Rennes 3, avec Marie-Madeleine Mervanroux, qui était alors directrice de recherche au CNRS, et des collègues d'autres universités. En 2005 environ, nous avons organisé un premier colloque sur le son au théâtre, ou plus précisément sur l'oralité AU, oralité AU, au théâtre, c'est-à-dire ce qu'on y entend sur la façon de l'entendre. Et très rapidement, dans la préparation de cette rencontre scientifique, bon, on sentait bien qu'il y avait un manque, là, une lacune. Très rapidement, dans la préparation de cette rencontre scientifique, on a été frappé par justement l'ampleur de cette lacune, de ce manque, parce qu'on a constaté qu'il n'y avait à peu près pas d'études, ni même de publications sur le sujet, sur le son au théâtre, sur ce qu'on on entend et comment on entend. Pourtant, le son compte pour, historiquement, au moins la moitié de la représentation, hein, pour dire les choses simplement. Euh, il y avait quelques textes sur le bruitage, d'autres sur l'éloquence et la parole publique, d'autres en architecture sur l'acoustique, mais à peu près rien sur l'oralité du théâtre en tant que tel. Alors, un peu plus tard, je vous épargne les détails. Nous avons découvert un fonds d'archives. Alors là, je parle d'expérience, mais en même temps, je parlais de cette question d'idéologie et de hiérarchie des archives. Donc, un peu plus tard, on est toujours dans le milieu des années 2000, on découvre par hasard un fonds d'archives oublié et non traité, qui constitue pourtant une mine exceptionnelle d'informations sur la production et la représentation de pièces de théâtre.
qui va du début du 19e, même les premières datent du 18e, au milieu des années 60, à peu près 1960. Alors, il s'agit d'un fonds qui a été produit par l'Association de la Régie théâtrale, qui existe, qui a changé de nom, mais qui existe depuis le 18e siècle, et qui rassemble en fait des directeurs de théâtre, des propriétaires de théâtre, des directeurs de troupes, etc. Et donc l'association de la régie théâtrale, euh, euh, qui, euh, qui garde, en fait, qui a gardé pendant des décennies ce qu'on appelle des conduites de mise en scène. Alors, ces conduites de mise en scène, là, j'en donne un exemple ici. Ces conduites de mise en scène, en général, c'est le texte de théâtre. Des fois, c'est manuscrit, des fois, ça dépend des époques. Toutes les conduites sont, il n'y a pas de pareil, elles sont toutes différentes. Mais en gros, elles procèdent de cette même idée, c'est de fournir le maximum d'informations sur la mise en scène, ou disons la production du spectacle de façon à permettre à des gens de reproduire cette production-là. Fait qu'au départ, alors ici, vous avez un exemple c'est une adaptation théâtrale par Louis Marchand du roman Chéri de Colette en 1922. Vous voyez, à la main, donc, on donne le décor, tous les éléments de décor, etc. Là, j'ai un autre exemple qui est le Private Lives de Noel Coward, qui est joué en 34. Et là, vous avez, c'est différent, mais toujours pareil, on vous dit comment ils se déplacent, quel bruit ils font, quels appareils, plein d'éléments comme ça. En fait, ces conduites de mise en scène sont un peu des mises en scène clés en main, avec des descriptions précises des costumes, des accessoires, etc., minutage, tous les bruits, les sons, quelle musique on utilise, quelle plage du disque, etc., etc. Donc, ça peut être très précis. Et l'objectif de ce fonds-là, c'était pas dans un but de préserver un patrimoine culturel. C'est pas ça. C'était juste commercial. Parce que la pratique, qui est une pratique qu'on a aussi un peu oubliée, mais nous, du côté du Québec, et puis dans les autres villes, peut-être à Rennes même, mais dans les villes en région hors province, on dit, hein, hors les grands centres, donc hors de Paris, qui est le centre de production. Donc les compagnies achetaient ça. Donc en fait, c'était une entreprise commerciale, hein. Et ils ont maintenu ces documents qui sont très précis à des fins commerciales. Et moi, j'ai beaucoup travaillé sur le théâtre québécois au Québec des années du début du théâtre professionnel, donc dans les années 80, 90, 1890 jusqu'à 1930. J'ai beaucoup travaillé là. Puis je dirais que les deux tiers des spectacles qu'on avait, c'était ça. Donc moi, les mises en scène des spectacles qui ont marqué le Québec, moi, je les ai trouvés, là, ces mises en scène dans ce fond-là. Alors, évidemment, alors c'était aussi acheté donc, par des troupes qui font des tournées, des troupes locales, résidentes, régionales, etc., qui achetaient des mises en scène toutes faites. Mais c'était aussi, par exemple, par des troupes amateurs, par des groupes scolaires, mais surtout des troupes amateurs qui achetaient ça. Et cette pratique, évidemment, a disparu avec la montée en scène de ce qu'on appelle la montée en valeur, si vous voulez, euh, de la mise en scène au sens moderne, c'est-à-dire avec ce qu'elle induit de nouveauté, d'originalité. Donc, dans les années à peu près 1950, plus personne ou presque achetait ces documents-là ou payait des droits pour ça. Et donc, c'est tombé en désuétude. Et le fonds, alors je ne me souviens plus des chiffres, je disais, mais c'est des centaines de productions quand même. Ce fonds-là il ne savait pas quoi en faire à l'association de la régie théâtrale. Fait qu'il mettait ça, c'était dans les boîtes. Et puis, c'était les membres du conseil d'administration, celui qui avait une place ou celle qui avait une place dans sa cave, dans son grenier, conservait ça, jusque dans les années 70, où là, ils commencent à vieillir, les régisseurs commencent à vieillir et tout ça, puis ils commencent à s'agaiter, ils disent, bon, il ne faudrait pas que ça se perde. Et là, ils vont voir la BNF, donc on est à peu près dans les 65, 70, ils vont voir la BNF, et ils expliquent ce qu'elles font, est-ce que vous pouvez le prendre? Donc c'est quand même des centaines de conduites dont les plus vieilles datent de la fin du XVIIIe siècle, et la BNF refuse. Et la BNF refuse parce qu'elle considère qu'il n'y a pas d'intérêt archivistique dans ces documents-là. Et pourquoi la BNF dit ça à ce moment-là? Parce que
l'archivistique est centrée sur le texte dramatique, tout simplement. Et on ne s'intéresse pas tellement, mais c'est l'histoire des études théâtrales en général, qui sont d'abord des études littéraires, on s'entend. Euh, alors, ils essayent d'autres bibliothèques en bibliothèque, de centres d'archives en centre d'archives, ils se font refuser, jusqu'à ce que quelqu'un dans le conseil d'administration dise, ah, moi je connais la directrice à l'époque de la bibliothèque historique de la ville de Paris. Donc, c'est par des contacts personnels que finalement ils obtiennent que la bibliothèque historique de la ville de Paris, dont c'est pas le mandat, dont c'était pas le mandat, euh, accepte d'héberger le fameux fonds. Et nous, on apprend, donc je n'irai pas dans le détail, mais on apprend l'existence de ce fonds qui était pas traité. Je sais pas, l'avais-tu vu, Bénédicte, ce fonds-là? Y as-tu travaillé? Euh, Mario, excuse-moi. Bon, c'est ça. Donc, alors, ce fonds-là, nous, on a commencé à y travailler, c'était les boîtes. On était dans le grenier, puis on travaillait sur les boîtes. On ouvrait les boîtes. Alors, ça, c'était. Alors, alors, Voilà, alors c'est nous, c'est notre équipe. Donc, il y avait Giuseppe Pisano en particulier là-dedans. C'est notre équipe qui a inventorié et bon, on travaillé avec des mots-clés, etc., qui avons insisté pour la numérisation de tous ces documents-là. Maintenant, c'est fait. Et aujourd'hui, la bibliothèque historique de la ville de Paris, oui, c'est le mot d'accueil du site de bibliothèque. Vous voyez qu'elle insiste sur, mais aussi le théâtre, l'association de la régie théâtrale. C'est pas du tout un certain dans le grenier, mais maintenant c'est un des fonds phares de la bibliothèque. Et il paraît, à ce que j'ai entendu dire, que la BNF veut récupérer le fonds, mais la BHVP ne veut pas le donner. Bon, je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est ce qu'on nous dit. Alors, euh, j'ai euh, donc aujourd'hui, comme je dis, ce fonds, euh, bon, c'est un fonds extrêmement riche, puisque nous, c'est ce qui nous a permis de faire l'histoire du son au théâtre. La grande majorité des informations qu'on a eues, qu'on a trouvées sur le son au théâtre, c'est là qu'on les a trouvées. Mais il y a énormément d'informations sur le jeu, évidemment sur les mises en scène, même sur l'éloquence, la déclamation, etc. Donc, c'est un fonds d'une extrême valeur et qui maintenant qui démontre à quel point justement le- le- les valeurs archivistiques changent parce que notre approche du théâtre change aussi. Et donc, on réinvente, on redécouvre le passé. Et évidemment, l'angoisse qu'on a quand on voit des choses comme ça, et quand on travaille dans les archives, c'est est-ce qu'il y a une trace qu'on néglige aujourd'hui parce qu'on a des biais idéologiques ou cognitifs, mais qu'on ne devrait pas, et ça, c'est qu'on ne devrait pas, parce qu'elles vont s'avérer importantes. Et je pense que le tsunami, là, que représente l'IA générative et la numérisation en général, le numérique en général, nous conduit à être extrêmement prudents. Euh, donc, je veux passer à l'autre volet maintenant, peut-être qui est celui du geste d'archiver, hein. Puis je disais que consulter, c'est aussi un peu participer au geste d'archiver, mais là, on en a un exemple avec le cas de BHVP, ça arrive souvent. Euh, Moi, je parle beaucoup avec les gens à la BNQ et ils se rendent compte qu'il y a des archives poussiéreuses qui tout à coup sont en vogue, etc. Donc, on sent le mouvement, il y a toute une étude à faire là-dessus. Euh, donc, à la Théâtrothèque et à mon centre de recherche, on est régulièrement sollicité, donc j'en arrive à cette partie-là, régulièrement sollicité par des personnes ou des organismes qui détiennent donc des masses de documents sur le théâtre et qui voudraient en assurer la pérennité et la mise en circulation active dans le circuit de la recherche. Alors, ils viennent nous voir et souvent ce sont des compagnies théâtrales, des artistes de théâtre, des critiques ou simplement des amateurs, des fous de théâtre, des folles de théâtre qui ont accumulé tout ce qu'elles pouvaient sur le théâtre, sur tout ce qu'elles ont vu, etc. Euh, Ces personnes-là, ou des fois, ce qui est encore plus compliqué, c'est quand ce sont les ayants droit de ces personnes-là, parce que ces personnes sont décédées. Et ce qui fait qu'environ une fois par mois, j'exagère pas quand je dis ça, depuis 12 ans, je ne sais pas comment ça fait, là, peut-être 70, 80 fois peut-être, euh, une fois par mois environ, nous nous déplaçons avec des collègues pour examiner ces fonds, dont l'état de conservation et l'organisation varient évidemment considérablement. Et alors, varient considérablement
Des fois, c'est très bien rangé, très bien organisé. Des fois, une pagaille complète, là. Et, mais il y a des constantes significatives. Euh, c'est que normalement, les documents imprimés, à commencer par les textes dramatiques, sont les mieux traités, les mieux préservés. C'est la règle. Donc, si vous voyez les boîtes où c'est bien rangé, en général, c'est des textes dramatiques ou des textes qui se rapportent aux textes dramatiques. Donc, on est encore dans la perspective de la littérature de théâtre comme littérature. Et alors viennent ensuite les photos. Alors ça, c'est intéressant parce que on voit vraiment que dans l'archivistique, puis disons, dans notre sensibilité collective, euh, les photos ont une vraie valeur. Elles ont acquis une vraie valeur. Ce n'était pas le cas au début. Maintenant, elles ont acquis une vraie valeur et elles sont en général bien entretenues. Par contre, elles sont terriblement lacunaires. Des fois, il n'y a rien. Des fois, il y a le nom de l'artiste. Des fois, c'est juste le nom du photographe. On sait pas quoi c'est. Donc là, c'est des documents qui sont passionnants, c'est très riche, surtout quand on n'a pas de captation visuelle ou audiovisuelle, ou sonore ou audiovisuelle. Et là, évidemment, là, c'est tout un appareillage qu'il faut mettre en branle parce que on ne peut utiliser ces photos-là qu'à l'aide du crowdsourcing, c'est-à-dire en envoyant ça sur le web, puis en demandant aux gens, informez-nous, dites-nous ce que vous en savez, etc. Puis en général, ça marche, hein. On obtient assez bien de résultats. Euh, alors, les photos sont assez bien entretenues aussi, mais lacunaires. Les esquisses, les croquis, etc., c'est plus rare, mais il y en a, en général, sont bien entretenus. Et donc, les représentations des décors et des scénographies. Par contre, et j'exagère pas, tout ce qui est reproduction technologique dynamique, donc film, vidéo, enregistrement sonore, donc cassette ou disons bande magnétique, tout ça, c'est sans exception maltraité, pas traité. C'est dans des boîtes, c'est la dernière boîte au fond à droite, celle qui est humide et déchirée, c'est là que ça se passe. Et tellement que, moi, c'est ce que, pour, à mes yeux, a le plus d'intérêt. Et évidemment, maintenant, c'est presque un réflexe que j'ai, je regarde comment c'est placé et tout, je ne fais pas les tiroirs ni rien. J'avais vu des boîtes qui s'ajoutent, oui, celle-là, là-bas, c'est celle-là que je vais voir. C'est là que ça se passe, c'est là qu'on a ces données-là. Alors évidemment, on a des VHS, des trucs comme ça, des bandes magnétiques qui, des fois, ont 60 ans, bon, curieusement, qu'on peut encore entendre, quand même, ça c'est bien. Alors voilà, ça nous donne là aussi, on est en 2025 et on a un tableau de la hiérarchie encore, disons, dans le monde du théâtre en général. Ce qui correspond aussi à l'acceptation des technologies sur scène, aux réticences. Alors, nous devons décider de ce que nous faisons de ces fonds. Euh, alors, comme je le disais, je vais peut-être revenir un peu sur les questions éthiques, un peu morales presque, hein, à l'égard de la collectivité aussi, parce que, euh, donc comme je disais, le geste d'archiver, c'est un geste grave, c'est un geste majeur, qui est tout sauf neutre. Il est non seulement pris donc dans les usages de la mémoire collective, euh, dans des formes d'institutions du passé, dans des pratiques de conservation et dans des techniques de transmission, il est aussi le résultat de décisions qui sont de nature politique finalement, liées à des rapports de pouvoir, à des enjeux sociaux et historiques aussi bien que symboliques. Donc archiver une trace, c'est lui conférer une valeur intemporelle, ce qui est exceptionnel. C'est en principe donc donner à un artefact un passeport pour un présent perpétuel pour l'éternité, puisque normalement une archive reste une archive. Donc c'est une mesure forte prise pour ce qu'en psychanalyse on appelle l'inoubli. Les archives font partie du présent. C'est ça qui est important. C'est le présent. Une archive, c'est le passé qui participe du présent. Ça fait partie du présent. Beaucoup de théoriciens et théoriciennes se sont penchés sur ce paradoxe, dont Deleuze, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette pensée de Deleuze. Jamais le passé ne se constituerait s'il n'était le présent dont il est le passé. Le passé est toujours un présent, est toujours vécu au présent. C'est le passé tout entier, intégral, tout notre passé qui coexiste avec chaque présent. Donc, créer une archive, c'est participer au présent.
C'est amener quelque chose du passé au présent, c'est rendre le passé présent. Alors, l'éclatement, voire l'effondrement des autorités qui assuraient les régimes d'authenticité, euh, dont on voit donc les conséquences dans les réseaux sociaux numériques actuels, entre autres, brouille aussi la logique archivistique et a tendance à banaliser le geste d'archiver. Euh, Louise Merzo, qui s'intéresse beaucoup à ces questions, dit, parlant d'Internet, elle dit c'est un système de publication qui court-circuite la plupart des médiations traditionnellement affectées au filtrage, à la validation et à l'organisation des informations. Internet, c'est un système décentralisé, transfrontalier et largement affranchi des protocoles classiques d'autorisation politique ou scientifique des contenus. Et comme, donc, fin de citation, et comme la puissance des dispositifs technologiques et numériques dont nous disposons ne cesse d'augmenter, l'expansion de notre environnement immatériel s'accroît non seulement de façon désordonnée et incontrôlée, mais il faut insister là-dessus, il le fait en indifférenciant l'archive numérique parce qu'elle finit par se dissoudre parmi d'autres données numériques. Donc, il y a une espèce de, de- de- Internet a tendance à désacraliser l'archive, ou en tout cas à banaliser l'archive. Et là, on confond l'archive et la trace, qui, elle, n'a pas été archivée. C'est juste un. D'où la nécessité, et alors là, je pense dans le geste d'archiver que nous posons, d'où la nécessité de revaloriser l'archive et de la distinguer des innombrables autres traces qui surpeuplent l'univers infonuagique. Car à l'ère numérique, l'enjeu majeur et inédit, c'est vraiment de distinguer l'archive des données non archivées, mais conservées et en circulation à travers les mêmes moteurs de recherche généraux. Et des fois, on ne peut même pas les distinguer, c'est ça. Il n'y a pas de recette globale, mais je donnerai deux exemples tirés des expériences que nous menons, à la fois à la Théâtrothèque et à mon centre de recherche. Donc, en plus des barrières ou des biais cognitifs et idéologiques auxquels nous devons faire face et être aux aguets surtout contre nos propres biais idéologiques inconscients, il y a des contraintes importantes dont il faut tenir compte dans la décision politique d'archiver, parce que c'est toujours une décision politique. Et au premier rang de ces contraintes, il y a évidemment la question financière. Euh, Ça coûte cher d'archiver. Ça coûte très cher et le numérique ne rend pas ça moins cher. Donc on ne peut pas tout archiver, il faut faire des choix. Euh, il y a aussi la question insoluble de la propriété intellectuelle, des droits, euh, qui est un, qui est un véritable cauchemar. C'est non seulement un cauchemar, mais c'est un labyrinthe. Euh, et qui fait que dans notre cas, on a abandonné l'archivage de fonds en cours. Là. On a commencé à archiver des fonds. Et puis, on a arrêté parce que ça devenait impossible. Ça devenait impossible. Et euh, les, la question de la propriété intellectuelle des droits est particulièrement sensible dans les photos, mais encore plus dans tout ce qui est enregistrement sonore et enregistrement audiovisuel. Là, c'est à peu près, c'est pas réglable. C'est pas réglable parce que, je donne un exemple, on a une troupe de théâtre yiddish à Montréal qui existe depuis 70 ans maintenant. C'est la troupe yiddish qui a le plus de longévité au monde. Donc, c'est un cas unique au monde, qui a une, à peu près 100 000, une archive de 100 000 documents, à peu près 100 000 documents de toutes sortes. Et sur les 100 000 documents, il doit y avoir à peu près 5 000 photos. Et là, on a commencé par le crowdsourcing, on a commencé à aller chercher les métadonnées, les photos. Et, euh, et là, on a commencé à demander les droits donc aux personnes qui sont sur la photo. Et la plupart des personnes étaient mortes. Donc, on faisait affaire avec les ayants droit. Alors, les ayants droit, pour une raison ou pour une autre, ils pensent que ça vaut quelque chose. Donc, ils ont des exigences financières, ce qui est insoutenable. Mais ça peut être, par exemple, d'accord, vous mettez mon nom, mais ça, c'est 1 000 $ à chaque fois que vous utilisez la photo. Ça n'a aucun sens. Donc, ça nous a bloqués et on attend que les ayants droit disparaissent pour faire affaire avec les ayants droit, les ayants droit. Euh,
Euh, enfin, il y a aussi l'état matériel des archives. Pour les archives sur papier, l'ennemi terrible là, pour nous qui travaillons dans les archives, là, c'est la moisissure. Et la moisissure, elle est liée évidemment aux conditions de conservation des archives. Quand on met les archives dans les caves, c'est ça qui arrive. Et là, on pourrait longuement parler sur le papier, mais il y a des bons papiers et des mauvais papiers. Et en général, les papiers dont se servent par exemple les peintres scéniques sont des papiers qui attirent les champignons. Donc c'est ce qu'on perd les premiers. Et c'est tellement cher de décontaminer une feuille, une simple feuille, euh, frappée de moisissure, que, que finalement on ne le fait pas. Ce sont des milliers de dollars à chaque fois pour un petit fonds. Fait qu'on on prend des précautions, on les numérise, et puis après on rend les documents aux gens qui nous les ont donnés. Alors là aussi, il faut faire des choix. Et évidemment, les contraintes technologiques jouent dans l'équation, par exemple dans le choix des systèmes informatiques adoptés. Alors, on privilégie, pour des questions idéologiques, à la fois idéologiques, mais aussi pratiques et économiques, des logiciels open source, évidemment, dont les codes sont connus, accessibles et modifiables. Mais il y a aussi toujours des coûts, en particulier lors des mises à jour, des mises à jour nécessaires. Alors là, on est sur un système, on est rendu à 2 mises à jour, mais à chaque fois, c'est 15 000 $, donc 10 000 euros, 10 000 à 12 000 € de mise à jour pour la mise à jour d'un open source. Euh, alors, je donne un exemple de ce qu'on fait en ce moment. Donc, là, je suis dans la valorisation des données parce que euh, si on fait des archives, c'est aussi pour qu'elles servent à quelque chose, hein, l'idée de rentrer dans le circuit de la connaissance et de la recherche. Donc, on a créé c'est un gros projet qui s'appelle Rappel. Alors, je sais qu'il y a l'équivalent à peu près en France, je ne sais pas comment ça, en scène, je ne sais pas quoi. En fait, ce qu'on essaie de faire, ça n'existe pas, ça n'existait pas. C'est une recension de toutes les pièces professionnelles produites au Québec depuis 1948. En français. Pour l'instant, est en français. Troupes professionnelles, ça veut dire des troupes qui, d'une façon ou d'une autre, sont liées à ce qu'on appelle l'Union des artistes, qui ont été déclarées Union des artistes. Bon, alors, on peut discuter des critères, mais il faut des critères de toute façon, même s'ils sont discutables. Et alors, ce qu'on a fait, donc, c'est une recension qu'on veut. Alors là, je veux parler des difficultés là, qu'on éprouve euh, à l'ère du numérique. Donc, c'est un travail de valorisation des archives qui est basé. Alors, les premières archives qu'on utilise là, ce sont les programmes. Donc, on part des programmes que produisent les théâtres, parce qu'en général, ils en ont. On les a conservés. Euh, alors, pour vous donner une idée, actuellement, on a 7000 on a 7000 productions traitées sur 7000 programmes, mais on pense qu'il y en a à peu près 20 000 dont on n'a pas les programmes. Alors, évidemment, ça va être plus compliqué d'aller chercher les données. Nous avons opté pour le système, je ne sais pas si c'est pertinent de rentrer un peu dans Oui, d'accord. Alors, on a opté pour le système de gestion de contenu, CMS, là, Libre Open Source Drupal, qui est publié donc sous la licence publique générale et qui est écrit en PHP, donc un langage de programmation orienté vers le secteur web. Et bon, on a pris ça au début, c'est il y a 10 ans. C'était ce qui nous apparaissait le mieux. Aujourd'hui, on ne ferait pas ça, mais là, on est parti avec ça, puis on a un peu pris avec ça. Alors, au début, on travaillait avec BANQ, donc notre BNF à nous. On leur a donné tous les programmes qu'on avait pour qu'ils complètent. On leur a donné tous les programmes qu'on avait à la Théâtrothèque, donc c'est des milliers de programmes. Et en échange de quoi, eux, qu'ils ajoutaient à leur propre programme et ils numérisaient les programmes. Donc, ils ont numérisé les programmes. On travaillait sur des programmes numérisés. Et au début, nous avons tenté, mais je ne vous dirai pas le nombre d'applications qu'on a utilisées pour l'autorisation, enfin la reconnaissance de caractère, pour les entrées de données. Et alors, on a cessé, au bout d'un certain temps, on a cessé de faire ces explorations-là parce que nous, on n'a jamais été satisfaits. Parce que la qualité des impressions n'était pas bonne, parce que des fois même il y avait des fautes à l'intérieur des programmes, etc. Alors, on a donc décidé de, de rentrer les informations manuellement, tout simplement. Euh, En fonction d'un fichier comportant une soixantaine d'entrées. Donc, j'en ai un exemple ici, c'est le début, mais on fonctionne avec ça. Et
Alors, je donne un exemple. Par exemple, vous avez vos questions. Je dirais, là, j'ai mis Hamlet comme personnage, j'aurais pu le mettre comme titre. Et puis, la réponse que j'ai, ben, c'est. Alors là, c'est une série, hein, je vous donne juste le haut, mais vous avez les 35 fois depuis 1948 où Hamlet comme personnage apparaît. Et on insistait beaucoup, et ça, c'est très exigeant dans l'entrée de données d'une recension comme ça. Nous, on tenait beaucoup à avoir les personnages et avoir aussi les distributions. Donc, qui joue quoi? De façon qu'on puisse dire, taper Jean-Louis Roux, qui est un acteur important du Québec, et puis avoir tous les personnages qu'il a joués dans toutes les productions, etc. Donc, c'est ça ce qu'on veut faire. Alors, on a fait ça. Et c'est coûteux parce que mais c'est efficace. C'est efficace parce que d'abord ils sont alors c'est sur ordinateur évidemment, c'est numérique, mais ils sont deux, ils font les entrées de données à deux. Donc il y a deux personnes pour l'entrée de données et il y a deux personnes pour valider l'entrée de données. Ce qui fait que pour chaque spectacle, on calcule 1 heure et demie de travail. En termes d'argent, là, ça veut dire 100 euros, 100 euros par spectacle. Et là, actuellement, on est à 6 700 spectacles. Donc, ça vous donne une idée. On est à 6 600 et quelques mille euros. Et comme on pense qu'il y en a 20 000 au total, on en a près de 250 tous les ans, chaque année, mais qu'on n'a pas encore traité parce que pour des tas de raisons. Et ça va être plus difficile à traiter puisqu'ils n'ont pas de programme. 20 000, donc on serait dans les 2 millions d'euros, quoi, à terme. C'est à peu près ça. Alors, on explique toujours d'autres modes de saisie. Moi, je m'en occupe plus. Mais il y a des collègues qui s'occupent d'autres modes de saisie de données pour essayer de réduire ce coût-là. Mais pour l'instant, ce n'est pas satisfaisant. C'est toujours, on a eu un rapport au mois de décembre, là, puis ce n'est pas encore satisfaisant. Donc, on garde encore l'entrée manuelle, partiellement manuelle. Et ce sur quoi on travaille beaucoup aussi, c'est d'accroître l'interopérabilité de ces données-là, donc de rappel avec des bases de données à nous qu'on a, mais aussi des bases de données d'autres organismes et surtout de BANQ, qui est Bibliothèque Archives nationale du Québec, et BAC, qui est Bibliothèque et Archives Canada. Donc, on essaie de travailler sur l'interopérabilité, ce qui m'amène au deuxième cadre dont je veux parler. C'est parce que je suis dans le temps, c'est bon? Oui. Et donc, c'est un projet ambitieux, mais il faut le faire, on n'a pas le choix, qui consiste à fédérer et interrelier à terme toutes nos bases de données, je ne sais pas comment on a 150 à peu près, parce qu'on produit des bases de données, nos équipes de recherche produisent des bases de données continuellement, donc, et ah non, les équipes à passer aussi, donc à fédérer et interrelier à terme toutes nos bases de données entre elles, évidemment, mais aussi avec les bases de données externes au national et à l'international. Donc, on est en contact, par exemple, avec les gens de la BNF, Data BNF, etc., Humanum, Europeana, on est avec tout ce monde-là, et aux États-Unis aussi. Je dois dire, je vais quand même le dire, hein, parce qu'on l'a vécu, et là, c'est un témoignage objectif, puisque je viens de l'extérieur. Euh, la- on travaille avec les Américains, on travaille avec les Anglais, on travaille avec les Hollandais, on travaille avec les Allemands, on travaille avec les Français, avec les Canadiens anglais, évidemment. Et vraiment, le lieu où on est le plus avancé, c'est ici, c'est en France. Vraiment. Et la BNF, c'est exemplaire ce que fait la BNF. Elle est en avance là-dessus. On a travaillé avec les gens de la Library of Congress à Washington, mais ils sont en retard par rapport à la BNF et avec Data BNF. Tout ce que fait la BNF, en fait. Euh, donc, c'est un projet qui, à terme, ce qu'on fait là, ce qu'on veut faire là, c'est un projet à terme qui devrait coûter à peu près 7 millions de dollars, 5 millions d'euros. Et qui a donc qui a ce titre-là. Donc, c'est le titre qu'on s'était donné, Laboratoire intégratif de recherche en actualité et histoire culturelle au Québec, et qui donc on n'a pas reçu encore, on n'a pas réussi à avoir le financement global, mais on a des bribes de financement. Et pour l'instant, on expérimente ça dans DataCric. Le CRIC, c'est mon centre de recherche. Dans le DataCric, donc, qui est où on essaie de fédérer, c'est ça, toutes les données de la recherche littéraire et culturelle du Québec. Alors, je présentais ce dossier-là. Donc, ce laboratoire donc, vise une histoire intégrative des pratiques culturelles et canadiennes et francophones, principalement depuis 1880.
Donc, intégratifs parce on veut les interrelier, on veut les rendre interopérables. Selon trois axes qu'on s'est fixés. Le premier, c'est de tracer des dynamiques. Alors, en gros, si vous voulez, c'est d'effectuer des cartographies numériques euh, sur une carte géographique dynamique, donc des informations géolocalisées de divers types, dont par exemple les lieux de résidence des agents de la vie culturelle, la localisation précise de certains organismes ou lieux de diffusion, par exemple les théâtres, etc. Donc ça, euh, ça comporte aussi l'analyse de réseau, hein, euh, donc des outils d'analyse des réseaux qui intègrent à la fois un outil de production de graphes, mais aussi un outil d'analyse statistique qui permet de calculer à partir d'un ensemble de données relationnelles les divers indicateurs, donc de susceptibles de donner un sens aux données, hein, c'est toujours le cas, comment traiter, comment comprendre les données, ou des modules d'analyse statistique de trajectoire, par exemple, les parcours, parcours à la fois humains et non humains. Euh, Par exemple, produire des analyses de correspondance multiples qui facilitent l'étude des relations diverses entre diverses facettes des pratiques. Extraire des paysages, c'est plutôt on est dans ce qu'on appelle le lointain, la macroanalyse. Donc, être capable de dégager des grandes tendances à partir des données qu'on a. Ce qui nous manque actuellement, on n'est plus dans les hypothèses. Et là, l'idée, c'est de voir des mouvements de fond qui actuellement euh, nous échappent. Donc, par la fouille de texte, par exemple, avec euh, des repérages, des analyses statistiques de concurrence, des choses comme ça, la reconnaissance d'entités nommées, l'analyse de cas particularités de toutes sortes, etc. Ce qu'on appelle du topic modeling ou du text clustering. On utilise là-dedans de la vision par ordinateur, évidemment, et aussi la fouille audio, donc numérique automatisée par exemple. Euh, j'ai travaillé sur la disparition du R roulé au théâtre. Voyez-vous. Donc, à partir de tous les enregistrements qu'on a, quelles sont avoir des courbes. C'est quand le pic? Ben, le pic, c'est le début du XXe siècle, par rapport aux enregistrements existants, évidemment. Et puis, évidemment, à partir des années 60, ça décline, ça décline, ça décline. Alors, c'est un peu ça ce que permettrait si vous voulez, le macro, la macro-analyse. Et puis, le troisième axe, c'est marquer des médialités, c'est le contraste pour la micro-analyse. Et là, comme on est très intermédialiste, on travaille sur la médiation, donc sur les formes de médialité. Quelles sont les médiations, les formes de médialité utilisées pour tel ou tel ou tel ou tel contenu médiatique ou, euh, ou sémantique. Donc, c'est en gros des, euh, des modules d'annotation, si vous voulez, hein, des modules d'annotation, d'étiquetage de variés de documents textuels, graphiques et multimédia. Donc, alors on travaille là-dessus. Actuellement, on travaille euh, sur dans ce qu'on appelle ce que j'appelle le data dans acrylique. Pour l'instant, on a comme fait ça 4 collections de nos collections. Ça marche. Il y a encore des accros, mais ça marche. On pense qu'on est sur la bonne voie. Euh, Donc voilà en gros le travail d'archivage, l'univers dans le fond du travail d'archivage qu'on fait, nous les chercheurs, avec nos collègues informaticiens. Euh, alors j'ai pas abordé, on peut en parler, j'ai pas abordé la question du travail au quotidien qu'on fait, l'archivage au quotidien qu'on fait, j'ai pas abordé parce que le travail d'archivage qu'on fait au quotidien, c'est celui qu'on fait dans les services d'archives, c'est le même. Donc on suit les mêmes règles. euh, avec peut-être une difficulté qu'on n'a que, par exemple, le BNF, la BNQ n'a pas, c'est que nous, je vous donne un exemple très, très concret. Euh, il y a un très important homme de théâtre au Québec qui s'appelle Julien Daou, qui a été marquant, la dominant dans le premier quart du XXe siècle.
Dans les années 70 à peu près, sa fille aînée avait rassemblé les archives de son père, de Julien Daou, et a remis ces archives-là à la BNQ. Donc, et la BNQ les a traitées selon l'art de l'archivistique, les règles de l'art. Et il y a 4 ans à peu près, quelqu'un nous appelle et dit, voilà, je suis le petit-fils de Julien Daou, du même. Hein. Et puis, j'ai fait le tour de ma famille. Ça fait 10 ans que je fais le tour de la famille pour récupérer toutes les archives sur mon grand-père. Et là, j'ai 6 boîtes d'archives du grand-père. Euh, est-ce que vous en voulez? Alors, on dit, ben, non, alors, à la BNQ, ils ont déjà le fonds, ils vont le compléter, et la BNQ a refusé, faute de moyens. Et en fait, le fonds qu'on a reçu, ce fonds-là, il est 6 fois plus important que celui de BNQ. Et surtout, il comporte 30 pièces de théâtre, dont à peu près 20 sont manuscrites. C'est un auteur de théâtre également. Alors là, ici, la difficulté qu'on a, c'est que on a un fonds qui nous arrive, mais il faut qu'on le traite en fonction du traitement qu'a fait BNQ de la première partie du fonds, parce que l'objectif, c'est que ces fonds-là se rejoignent. Alors, nous, on fait le travail et on espère que BNQ va combiner les deux fonds de façon à les rassembler. Alors là, nous, c'est des choses très concrètes là, qu'on vit au quotidien. Euh, donc, il faut veiller donc, à les systèmes de cote interactifs en vue des éventuelles fusions. Et ça arrive régulièrement. Ça arrive régulièrement. Euh, Alors, nous sommes beaucoup, évidemment, un autre aspect, là, puis je vais finir à peu près là-dessus, nous sommes aussi beaucoup euh, déstabilisés par l'IA générative euh, et l'arrivée des robots conversationnels, si vous voulez, parce que alors, beaucoup d'explorations se font de ce côté-là, euh, pas tant en archivistique, parce que j'ai vraiment une résistance en archivistique, mais dans les humanités numériques, chez nos collègues des humanités numériques, en fait, nous, on fait partie des humanités numériques. Et là, on peut prévoir, on pressent en tout cas des changements radicaux. J'ai rencontré des collègues américains, je donne juste un exemple. Ils travaillaient à la, dans la Marine Navy, la marine américaine. Et ils avaient, je ne sais pas combien, des dizaines de millions de photos prises durant la Deuxième Guerre mondiale. Depuis la Deuxième Guerre, de la Deuxième Guerre mondiale, depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc, il y avait des photos aussi du Vietnam. Euh, euh, et de la Corée. Et ils ont eu recours au crowdsourcing pour avoir les métadonnées, ça a bien marché. Et là, ils ont développé des applications, évidemment, tout un système pour pouvoir faire des recherches à l'intérieur par exemple, je sais pas moi, trouvez-moi toutes les photos où il y a le modèle Jeep 1944, disons comme ça, avec une étoile blanche sur le devant. Et puis, alors ils ont dit que ça coûtait des millions de dollars, ils ont peut-être 10 millions, ça. Et puis ils ont fait les essais avec ChatGPT. Puis ils ont repris 90% des réponses. Alors là, nous, on est un peu on attend, on dit, on va voir ce qui sera donné, parce que si ChatGPT peut faire ça et avoir 90% de réponses, c'est de l'argent gaspillé à toute fin pratique de se lancer dans des systèmes généraux comme ça. Oui. C'est pas vrai les annotations et tout, mais c'est vrai pour des recherches comme ça, hein, pour la fouille. Bon, en fait, il y a des changements rapides dans le modèle, dans le domaine, et puis nous, on continue de fonctionner avec ce qu'on a, mais c'est clair qu'on est face à un mur, là, il va falloir intégrer d'une façon ou d'une autre l'IA générative. Et par ailleurs, et je finis là-dessus, ah oui, j'ai oublié des choses que j'ai pas peut-être souligné un peu ça. Euh, ouais, juste les composantes de la plateforme qu'on veut, c'est bon, évidemment un système de gestion de base de données, une interface de programmation applicative API, un Triple Store et un service Sparkle, évidemment, un cadriciel d'interface, une application web de consultation et de gestion des données, puis une librairie d'intégration de données. Là, je dois dire que jusqu'à présent, on n'a pas eu d'obstacle. Ça a été facile parce que les collections, les fonds desquels je parle, sont des fonds que nous, nos collègues, ont créés.
Donc, ils sont dans le domaine culturel. Ce qui fait que finalement, les modèles de données sont assez ressemblants. Alors, on n'a pas beaucoup de... Si vous voulez, la question du modèle de données, pour l'instant, n'est pas centrale, mais elle va devenir centrale. Plus on fédère des, euh, des, euh, des collections qui viennent d'univers différents, plus la question du modèle de données ben, elle est centrale, elle se pose. Et là, jusqu'à présent, on sait que on va avoir des difficultés, mais pour l'instant, on n'en a pas, ça se fait assez bien. Euh, alors, juste pour dire, ce qu'on vise, ça, c'est donc plusieurs millions de documents textuels, des dizaines de milliers de documents visuels, des dizaines de milliers d'enregistrements audio et vidéo, bon, on peut en parler aussi, euh, qui datent dans les plus vieux. Alors, on a des disques, évidemment, qui datent des années. On a même des cylindres, donc on est fin 19e. Euh, on a, euh, on a des bandes d'audio de la fin des années 50, des bandes magnétiques et ensuite des cassettes, souvent des enregistrements pirates. Euh, et on a donc des données, des métadonnées. Alors, je veux juste dire que même chez nous, à la Théâtrothèque, c'est moi je m'en fais pas une gloire, mais c'est vrai que à cause du travail avec les collègues et Marie-Madeleine, quand je suis arrivé à la Théâtrothèque en 2012, et puis que, c'est quoi ces boîtes-là qui traînent dans le fond, dans une remise loin là-bas? Ben, c'était des bandes magnétiques. C'était justement des bandes magnétiques. C'était pas des cassettes, des bandes magnétiques. Donc, il a fallu qu'on s'équipe de magnétophones, ce qui n'est pas évident, pour les écouter. Et parmi ces bandes magnétiques-là, dont la plupart n'étaient pas du tout, il n'y a pas de métadonnées, il n'y avait rien, on a découvert la captation donc sonore de la création des Belles-Sœurs de Michel Tremblay, qui est la pièce la plus iconique du théâtre au Québec, 68. On n'a aucune captation, on n'a rien de ça, mais on avait, nous, dans nos archives, sans le savoir, une captation audio pirate. Alors, c'est d'une immense richesse. Et comme je disais, elle a à peu près 60 ans, la bande, et on a réussi à la numériser, ça a marché. Toutes les bandes, on en a, je ne sais pas combien, 150, toutes les bandes et les cassettes qu'on avait ont été numérisées et sans difficulté. C'est qu'on a été, on a eu de la chance là-dessus. Donc, des données, des métadonnées concernant les productions culturelles, les lieux et les espaces de création et de diffusion de la culture, les événements culturels et les trajectoires des agents de la culture. Donc, c'est un peu ça, les composantes, c'est un peu le tableau qu'on fait. Donc, c'est quand même euh, une centaine de bases de données qui couvrent 1880 à aujourd'hui, sur toutes sortes de supports et de toutes les pratiques culturelles, avec une trentaine de projets de recherche différents et des fonds d'archives comme importants qui sont chez nous. Voilà. Euh, alors en gros, c'est un peu ça. Euh, on est freiné par le manque de légitimité de toutes les archives qui relèvent qui comportent du live, parce elles sont maltraitées. Euh, et là, il y a un énorme travail à faire parce que, alors je finis là-dessus, j'ai peut-être dit, mais ce sont clairement les archives aujourd'hui, ce sont les archives les plus riches. C'est, c'est, si vous voulez, si on avait on établissait une hiérarchie, on peut en discuter, mais si on établissait une hiérarchie objective euh, des archives, celles qui devraient être au sommet, celles qui nous en disent le plus sur une production, sont quand même les captations vidéo. C'est les captations du monde, je veux pas, je vois pas comment ça peut être autrement. Puis quand on n'a pas de captation vidéo, ben, c'est les captations sonores. Voilà, ben, je vous remercie.